Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h. Un numéro à composer durant tout ce débat, 0826 300 300. Vous pouvez également réagir bien sûr sur le site internet sudradio.fr, sur l'application et sur les réseaux sociaux. C'est malheureusement officiel, le jeune militant Quentin, une vingtaine d'années, est officiellement décédé il y a quelques heures. C'était ce militant à Lyon qui venait manifester pacifiquement, qui avait en tout cas des engagements pacifiques, certes classés très à droite, mais qui a connu non pas, contrairement à ce qu'on a dit, une mort suite à une bagarre, à une rixe, mais qui a bel et bien été tout simplement lynché en pleine rue. Et c'est le média et c'est la chaîne TF1 qui nous a montré les images dans l'un de ses journaux hier. Donc on a très vite balayé l'histoire d'un règlement de compte, du rixe qui aurait mal tourné ou d'une bagarre. Ça a bel et bien été identifié et pensé, et visiblement ça aboutit à ce qui a été recherché. D'ailleurs, même son avocat parle dans un communiqué de presse hier soir d'une volonté de tuer qui est quand même très peu évitable au regard des images. C'est le débat qu'on va avoir parce que tous les politiques à peu près ont réagi, que ce soit de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant également par le président de la République, l'ancien président de la République également, François Hollande, appelle à un pays qui demande absolument de l'apaisement. Emmanuel Macron, le président actuel, qui parle qu'aucune idée ne mérite un tel niveau de violence en France. On va avoir ce débat avec vous au 0826 300 300, mais aussi une idée qui commence à apparaître dans le débat public, qui est qu'au vu de certaines milices et des agissements qu'on a pu apercevoir à Lyon, comme dans d'autres villes, ce n'est pas seulement un sort réservé à Lyon. Doit-on classer certaines milices comme des groupes terroristes? C'est notamment Marine Le Pen qui, après ce drame, a réagi en demandant cela. Est-ce qu'on doit plus largement dissoudre toutes ces organisations? C'était par exemple la volonté du nouveau candidat à l'élection présidentielle, Bruno Retailleau. En tout cas, on se la pose avec vous, auditeurs de Sud Radio, 0826 300 300. Est-ce que certaines milices doivent être classées comme des groupes terroristes? C'est le débat qui nous occupe et c'est le débat de ce dimanche. Bonjour mon cher Nicolas Corato. Bonjour Maxime. Président fondateur du think tank Place de la République, et bonjour Mathieu Hoc. Bonjour Maxime, bonjour Nicolas. Secrétaire général du think tank Le Millénaire. On va bien sûr essayer de réfléchir ensemble à ce qui s'est passé du côté de Lyon, mais également aux différentes réactions politiques qui ont pu aussi provoquer de vifs débats. Première réaction d'abord, comment, après le minimum de recul que l'on peut avoir sur ces premières images diffusées, sur ces premières théories qui quand même depuis de nombreuses heures maintenant envahissent les réseaux sociaux et les journaux, comment vous avez réagi? Quel est le premier regard que vous portez sur ce sujet, Nicolas Corato? C'est un regard à la fois médusé et une forme de colère. C'est-à-dire que pour moi, la violence ne doit pas avoir la place dans le débat public ni dans le débat politique. D'ailleurs, on se demande si ce qui s'est passé à Lyon relève vraiment de la politique. Je pense que on doit s'inquiéter de cette forme de radicalisation qu'on a déjà dénoncée ici et qui a lieu dans tous les camps politiques. Je veux dire, que ce soit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. Il y a un climat dans ce pays et l'assassinat de Quentin démontre qu'il y a un climat dans ce pays qui est très dangereux, très inquiétant, et moi je me réjouis que le président de la République ait tout de suite appelé au calme et qu'au plus haut niveau de l'État, on se soucie effectivement de la concorde civile, parce que c'est de ça qu'il est question. Et puis il y a aussi quelque chose d'étonnant, on a vu au même endroit, quelques heures après seulement, à nouveau des affrontements, des rixes, des gens cagoulés, des gens armés, essayant de mettre, pour parler un peu vulgairement, le bordel dans les rues, images qui ont étonné, à la suite bien sûr de celle de Quentin et du lynchage en règle. Vous, Mathieu Hoc, quelles ont été aussi vos premières réactions, vos premières pensées quand vous avez, j'imagine, découvert ces images médusées? Déjà, mes premières pensées, elles vont à la victime, nécessairement, qu'importe son bord politique, qu'importe ses opinions, comme elle a dit le président de la République, aucune idée ne mérite un tel lynchage, parce que comme vous l'avez rappelé... En République, aucune cause, aucune idéologie ne justifieront jamais que... En République comme en démocratie, on choisit de régler nos différends politiques par le débat public, par le vote, par la démocratie et par le débat. Alors là, c'est tout sauf du débat, on est sur des gens qui ont une véritable volonté d'abattre certaines idées qui ne correspondent pas aux leurs, et donc mes premières pensées vont vers la victime. Ensuite, après, effectivement, ma deuxième remarque, comme Nicolas, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on est dans un pays qui a tellement où les fractures sont tellement profondes d'un point de vue politique, et pas seulement d'un point de vue également social, etc., que on a un niveau de violence qui s'exerce en dehors de la sphère politique qui est très très important. Et moi, je prends souvent cet indicateur, c'est le nombre de fichiers S pour opinion politique. On a aujourd'hui dans notre pays à peu près 6500 fichiers S
pour la mouvance ultra-gauche et un peu moins de 2000 fichiers S pour la mouvance ultra-droite. Ça fait quand même plus de quasiment 10 000 personnes dans notre pays qui veulent en tout cas prendre le pouvoir ou influencer la politique d'un point de vue de manière différente que d'un point de vue des voies démocratiques. Ça dit quand même beaucoup aujourd'hui aussi du poids de l'ultra-gauche dans notre pays, une ultra-gauche qui, malheureusement dans notre pays, a tué déjà. Je prends toujours cet exemple-là, la mort du président Sadi Carnot en 1894, mort par un terroriste, pour le coup anarchiste, et elle a tué dans notre pays, et là elle tue encore aujourd'hui avec le pauvre Quentin. Et ce que vient de dire Mathieu, Nicolas Corato, est intéressant. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à dire, comme certains le font, c'est d'ailleurs la une d'un média ce matin, du JDD, qui dit l'extrême gauche tue. Est-ce qu'il faut se permettre de faire certaines généralités? Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Est-ce qu'il faut accepter de dire que peut-être que dans certains rangs de partis politiques, à l'extrême droite comme à l'extrême gauche, oui, il y a des militants qui aujourd'hui atteignent des postes en plus plutôt importants, qui veulent tuer et qui ont en tout cas dans leur ADN politique la violence. La violence en politique, c'est pas nouveau. Je veux dire, et vous avez rappelé l'assassinat du président Sadi Carnot et le mouvement anarchiste de la fin du 19e et du 20e siècle, mais on pourrait aller encore plus loin dans l'histoire. La violence dans les extrêmes en politique, que ce soit à droite comme à gauche, elle existe, elle est historique, elle est documentée. D'ailleurs, la question... Mais moi, j'ai pas la réponse. Je suis pas historien ni sociologue de la politique, mais on pourrait se demander si cette violence d'aujourd'hui que tout le monde condamne est un fait nouveau qui est différent de ce qu'on a connu par le passé. Oui. Est-ce qu'on peut comparer ce qui s'est passé à Lyon avec, par exemple, les agissements d'Action Directe dans les années 80? Parce que le sujet aussi du lien entre ces heurts et ces assassinats et puis le terrorisme est posé aujourd'hui dans le débat public. Donc, est-ce que c'est analogue? Moi, je ne sais pas. Je ne pense pas que ce soit analogue. Est-ce que vous diriez, mon cher Nicolas Corato, qu'il y a quand même aujourd'hui, dans certains rangs, une fois plus, aussi bien à l'extrême droite, mais en l'occurrence ici dans ces rangs à l'extrême gauche, une certaine complaisance face à la violence? Si on est tous d'accord pour dire que la France insoumise a immédiatement, ou en tout cas a fait en sorte de condamner, il y a par exemple Raphaël Arnaud, qui appartient au mouvement de la Jeune Garde, qui a très vite tweeté en disant « Bon, ça y est, tout ce que je regrettais est en train d'arriver ou s'est produit », comme s'il niait qu'à nouveau c'était une violence plutôt issue de son rang avec la Jeune Garde, là aussi soutenue par des associations comme la Ligue des droits de l'homme. Est-ce qu'il y a une certaine complaisance selon vous? Je pense que la violence est quasiment intégrée dans le débat public aujourd'hui. Pardon de le rappeler, mais il y a peu d'années, on était dans le schéma des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est une expression politique qui a choisi pour partie, mais venant à la limite intégralement, mais qui avait choisi. Est-ce que là, au niveau, on va dire, des partis politiques plus traditionnels, pardonnez-moi, les Gilets jaunes sont des citoyens. Les gens de l'extrême droite ou de l'extrême gauche qui choisissent la violence sont des citoyens également. Dans les formations politiques, qui ont choisi. Moi, je ne vois qu'il n'y a, à mon sens, aujourd'hui, aucune organisation démocratiquement représentée à l'Assemblée nationale qui ne valorise la violence dans le débat public. Aucune. Et je pèse mes mots. Il n'y a pas d'ambiguïté sur certains pour moi, il n'y a aucune ambiguïté, et je pense que les déclarations des différents responsables politiques depuis la mort de Quentin sont très claires sur ce sujet. J'ai entendu Manuel Bompard, j'ai entendu François Hollande. Je pense qu'il est très clair, la dénonciation de cette violence, et personne n'a intérêt à jouer l'ambiguïté sur la violence en politique. Personne. Parce que ce serait faire le jeu de ceux qui veulent justement instrumentaliser cette violence et en faire une forme d'objet ou d'objectif. Donc pour moi, c'est très clair, il n'y a pas d'ambiguïté entre les partis politiques et ce qui s'est passé dans les rues de Lyon, qui relève de faits parfaitement condamnables et qu'on doit sanctionner et qu'on doit extraire du débat public. Il faut là aussi rappeler que les forces de l'ordre ont leur rôle à jouer. S'il y a des suspicions de violence potentielle autour d'événements politiques, il faut aussi que les forces de l'ordre protègent ces événements, quels qu'ils soient, de quelque bord qu'ils soient, pour éviter effectivement ce qui s'est passé à Lyon. Moi, je le rappelle, à Lyon, il y a quand même aussi une responsabilité de l'État sur la sécurité qu'elle doit aux citoyens qui participent à des débats publics. À ce propos, justement, Laurent Nunez a appelé les préfets à renforcer la vigilance autour des rassemblements politiques. Mon cher Mathieu, je vous voyais froncer des sourcils au propos de Nicolas Non, mais Corato. parce que dans votre question, il y a quand même un point qui est important et qu'il ne faut pas nier, c'est que une partie, notamment des mouvements à l'extrême gauche, donc d'ultra-gauche, donc en dehors de la sphère politique, ont quand même reçu depuis des années une forme de bienveillance, ou en tout cas des œillères de la part de formations politiques, notamment de gauche, sur leur méthode d'action. Par exemple, quand vous prenez des mouvements écolos très violents, très radicaux, jamais les écologistes
condamne de manière ferme et sans réserve. Même des élus, notamment écologiques, qui avaient appelé au sabotage officiellement. Exactement, de mouvements comme les soulèvements de la terre. De la même façon, les antifas, je suis désolé quand même, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la violence de l'ultra-gauche n'est pas nouvelle, elle remonte à des siècles et j'entends rarement des leaders de gauche. Alors là, en l'occurrence, sur Quentin, ils se sont tous mobilisés et c'est bien de le faire. Mais j'entends rarement des mouvements, des personnes de gauche condamner de manière ferme et sans réserve les agissements des antifas. Mais ça, vous savez que les personnes de gauche, je vais vous dire, j'entends aussi rarement les personnes de droite condamner chaque agression. Pour le coup, beaucoup moins, parce que si vous prenez aujourd'hui ce qu'a fait Gérald Darmanin, il a dissous les générations identitaires, etc. Donc, il y a quand même eu une volonté de la part du gouvernement de faire la doctrine du 1 pour 1. Je ferme une association d'ultra-droite, je vais en fermer une à l'ultra-gauche. Mais comme je vous l'ai dit, dans le poids dans notre pays, l'ultra-gauche est beaucoup plus importante, notamment en nombre de militants violents, que l'ultra-droite. Donc si l'on veut avoir une doctrine juste et équilibrée, il faut s'attaquer surtout à l'ultra-gauche et puis ensuite après à l'ultra-droite, évidemment. 0826 300 300 sur la mort de Quentin. Je le rappelle, ce jeune militant nationaliste assassiné dans les rues de Lyon il y a quelques jours et dont on a appris la mort il y a seulement quelques heures. Doit-on classer certaines milices comme des groupes terroristes? C'est le débat qui va nous animer désormais, messieurs. Est-ce que, en effet, il faut aller jusqu'à classer certaines organisations? On parle beaucoup de la Jeune Garde, parce que c'est cette organisation qui est suspectée d'être à l'origine de ce lynchage en règle du côté de Lyon. On rappelle que c'est Bruno Retailleau qui avait apporté des arguments pour sa dissolution, que le Conseil d'État prend un peu plus de temps, que la Ligue des droits de l'homme, que ce type d'association financée et subventionnée publiquement accessoirement prend un peu plus son temps. Est-ce que pour vous, Nicolas Corato, il y a une urgence à qualifier de terroristes certains mouvements comme celui-ci? Alors, il y a deux choses différentes dans votre question. Est-ce qu'on doit les dissoudre? Ça, c'est pas la question de l'analogie avec le terrorisme, c'est la question de l'application du droit. Si ces associations troublent l'ordre public, il y a effectivement des moyens juridiques de dissoudre ces associations. Je suis pas sûr que la réponse juridique soit la bonne, parce que on a affaire à des collectifs, à des mouvements, et c'est pas leur forme juridique qui font leur force, même si vous parlez de certains financements. Est-ce que ça ne met pas quand même un coup? Typiquement, ça évite peut-être certains rassemblements, certaines choses comme ça. Vous parliez de la dissolution de Génération Identitaire. On a très bien vu que Génération Identitaire avait survécu à sa dissolution. Donc c'est pas ça qui arrête ces mouvements. Ensuite, il y a la notion du terrorisme. Le terrorisme, il y a une qualification juridique. On peut pas employer des mots n'importe comment. Le terrorisme, c'est un acte qui vise à justement engager des actions violentes pour répandre la terreur parmi la population et pour aboutir à un but politique. Je suis pas. Non, mais attendez. Il faut faire attention aux qualifications et à la manière dont on interprète les choses. Pour vous, utiliser le mot terroriste, ça serait un peu galvaudé par rapport à Tout comme je n'ai jamais considéré que les groupes d'ultra-droite, ultra-violents étaient des groupes terroristes. Ce sont des groupes pour moi fascistes et factieux, mais ce ne sont pas des groupes terroristes au sens de l'interprétation, de la définition juridique. Mathieu Hoc. Pourtant, ils cochent la définition que vous venez de donner, c'est-à-dire qu'ils utilisent des moyens violents pour répandre la terreur. Non, mais et pour faire passer des messages politiques. C'est ça aujourd'hui le terrorisme. Et donc certains mouvements qui soient d'ultra-droite ou d'ultra-gauche, plutôt favorable. Moi je suis favorable. Nous on avait écrit un rapport en 2021 sur ce sujet-là. On avait déjà dit qu'il fallait classer les antifas comme organisation terroriste. Donc c'est quelque chose qui et me paraît aller dans le bon sens. Et surtout c'est que ça permet d'avoir un droit entre guillemets d'exception, en tout cas un droit d'exception encadré évidemment, mais spécifique pour pouvoir lutter contre ces groupuscules, parce qu'aujourd'hui, pardonnez-moi, ils viennent de tuer quand même Quentin. C'est de ça dont il s'agit. Donc, si on peut quand même, par l'état de droit, prévenir ce type de problématique, ça me paraît positif. À rappeler que pour l'instant, le parquet de Lyon a ouvert une enquête uniquement, non pas pour tentative de meurtre ou pour meurtre, mais pour violence aggravée. Il sera intéressant de voir quelles seront les conclusions de l'enquête. 0826 300 300. Est-ce qu'il faut classer certaines milices comme des groupes terroristes? On pose naturellement cette question après la mort du jeune militant à Lyon de Quentin. Bonjour Michel. Bonjour Maxime. Comment allez-vous mon cher Michel? Eh bien, je vous remercie. Et vous en ce dimanche? Bien, vous m'avez dit écoutez, très bien. Tout va bien, oui, je suis au travail. Mais qu'est-ce que vous faites un dimanche matin mon cher Michel? Je suis agent de sécurité. Je protège la France. Au garde à vous mon cher Michel. Merci d'être là où vous êtes mon cher Michel. Justement, en tant qu'agent de sécurité, comment vous regardez-vous toutes ces questions de classement de certaines milices comme terroristes, d'agissements factieux ici et là, d'affrontements? Justement, je pense que le mot milice n'a pas place en France, parce que des milices, il n'en existe pas en France, ou plus, au 18e, 19e siècle. En tout cas, certains groupes, certaines associations ne sont pas qualifiés comme tels, agissent visiblement comme tels. Voilà, tout à fait, mais c'est un mot puissant, milice. Et moi, je voudrais juste intervenir. D'abord, par respect pour la famille de Quentin,
donner mes sincères condoléances. Et puis un jeune homme comme ça qui meurt, on va pas dire gratuitement, mais c'est vraiment triste et déplorable. Après, il y a beaucoup de récupération politique. L'enquête n'a pas démarré. Aujourd'hui, vous êtes une chaîne sérieuse, mais beaucoup de chaînes, beaucoup de télés vont faire du H24 en parlant de beaucoup de choses. Moi, je veux surtout intervenir sur un point qui m'agace un peu depuis ce matin, c'est que souvent, pour parler de ce décès malheureux, vous parlez de la conférence de Rima Hassan. C'est comme si que quelqu'un mourait, il y avait, je sais pas moi, Bruel ou une autre personne qui fait un concert, et vous citez cette personne-là. Je pense qu'elle serait pas contente. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a aucun lien. Absolument aucun lien. Vous êtes une chaîne sérieuse, une radio sérieuse. Alors sur le coup, mon cher Michel, autant hier on a précisé le contexte, on a dit les événements qui étaient en marge, mais depuis que ce jeune homme est décédé et qu'on parle uniquement de la mort de ce jeune homme, à part dans l'édito pour recontextualiser pourquoi ça s'était passé à Lyon, il est hors de question de faire un lien malsain entre les agissements et la venue de cet eurodéputé et ce qui s'est passé en marge de sa situation. Il y a suffisamment sans doute de choses à lui reprocher pour qu'en plus on lui colle ça sur le dos. Oui. Vous êtes journaliste, vous êtes sérieux, vous allez voir que toute la journée, des centaines de fois, on va citer son nom. Pour vous, il y a un amalgame qui est fait. Ah, mais il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Et j'appelle mes compatriotes à être vigilants au niveau du cerveau, de faire très attention à ne pas... Cette dame-là, moi je ne suis pas de droite, de gauche, du centre, je suis juste un Français citoyen qui lit, qui essaie de s'instruire et surtout qui essaie d'être éveillé. Vous savez ce que ça veut dire dans votre contexte en tant que journaliste. Et vous allez voir, vous allez écouter... Non mais ça c'est sûr, mais Michel on l'a constaté, on s'est même ici épargné certains profils qui ont proposé leur service pour venir commenter et pour venir analyser, je le mets entre guillemets, ce phénomène. Mais ça veut dire que vous Michel, quand il arrive ce type de drame en France, vous êtes surtout attentif et visiblement inquiet du contexte autour, la manière dont on qualifie les choses et dont on fait parfois certains raccourcis. Oui, on peut dire ça, très attentif et puis très prudent aussi. On est dans une période électorale qui vont arriver, enfin, le peu de gens qui vont voter maintenant, c'est des gens extrêmement fragiles, plus de cinquantaine, ceux qui n'ont plus de crédit maison, plus de crédit voiture, donc c'est vraiment eux qui votent. Tous les autres, malheureusement, ils sont pas concernés, malheureusement. Merci beaucoup mon cher Michel de nous avoir appelé. Donc bon dimanche, même au travail mon cher Michel, et donc garde à vous puisque agent de sécurité, j'ai pas d'autre expression pour les agents de sécurité pour faire un mot un peu agréable. Merci beaucoup de nous avoir appelé ce matin au 0826 300 300. Mot de la fin et en réaction à ce qu'a dit Michel, mon cher Nicolas Corato, mon cher Mathieu Hoc, est-ce que en effet on va de plus en plus, notamment avec les perspectives présidentielles qui s'annoncent, vers un débat où les amalgames, les raccourcis, on va finalement sur les plateaux peut-être avec un peu de facilité attaquer le camp, attaquer un autre, et c'est déjà, soyons francs, ce qui se passe sur le cas de Quentin. Je ne l'espère pas, parce que ça voudrait dire que ceux qui déclenchent la violence gagnent. Si c'est le cas, ça veut dire que la violence a gagné les esprits. Et moi, je crois que surtout en 2027, on a besoin de sortir de la confusion et justement de cette violence. Mathieu Hoc, mot de la fin. Oui, effectivement, je pense qu'il faut sortir de cette violence naturellement. Ensuite, après, je pense surtout qu'il faut arrêter de s'envoyer des anathèmes dans le débat public, c'est-à-dire renvoyer telle formation politique à telle étiquette, telle autre à telle étiquette. Je pense que c'est pas sain et 2027 doit être un moment de clarification sur le fond et non sur la forme. On ne condamne plus moralement un adversaire. Exactement. On débat avec lui. Merci beaucoup Mathieu Hoc, secrétaire général du think tank Le Millénaire. Et merci beaucoup mon cher Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Je vous souhaite à tous les deux un dimanche apaisé, une grande respiration et d'ailleurs d'apaisement. Il en sera question dans un instant, dans une poignée de secondes pour être précis, avec Jules Boscherini. C'est le moment du On en parle avant le retour de 9h. À tout de suite.